Oui, entrez. Bonjour. C'est très bien joué, vraiment, c'était digne d'une pièce de Feydeau. Alors aujourd'hui, nous sommes chez Albin Michel. Pourquoi ce lieu ? Alors ici, c'est la grande salle du comité central des éditions Albin Michel. Le comité de lecture se réunit régulièrement pour donner son verdict sur les manuscrits. Donc c'est un endroit très prestigieux, très important, une vieille et grande maison d'édition parisienne. L'immeuble est très beau, c'est une ancienne imprimerie et c'est Jean-Michel Villemotte qui a fait tout le design de cet endroit. Alors il faut s'imaginer, c'est quand même 20 mètres ou 30 mètres de hauteur de plafond. Et là, bien, nous sommes dans cet endroit où tous les éditeurs présentent leurs projets les uns après les autres. On y croise Amélie Nothomb, Éric Emmanuel Schmitt, tous les écrivains de cette maison. Frédéric Beigbeder arrive pile à l'heure pour notre enregistrement. La veille, en plein marathon promo de son dernier livre « Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé », il s'est pourtant aventuré dans un vernissage jusqu'à une heure tardive. Pas d'excès toutefois, jure-t-il, l'écrivain a arrêté la cocaïne. Il partage d'ailleurs avec nous son combat contre cette dépendance et évoque le moment de sa prise de conscience, ce jour où sa vie a basculé. Je venais de recevoir un prix, le prix Renaudot, pour un roman français. C'est le titre d'un de mes livres, et c'est un livre qui raconte mon arrestation pour consommation de produits illicites sur un capot de voiture, avenue Marceau, en 2008. Donc j'avais fait 2 nuits de garde à vue. Ça m'avait amené à m'interroger sur quel comportement désordonné m'avait entraîné jusque-là. Et donc j'ai écrit un livre qui revient sur mon enfance, qui parle des années 70, de ce que c'était que cette époque de grande libération dans tous les domaines, et qui était aussi l'époque du divorce de mes parents. Bon, donc j'écris ce livre pour faire le point, pour aller mieux. Ce livre, donc, en 2009, il a un prix, et il y a un dîner à l'hôtel Lutetia pour fêter comment on peut dire, cette consécration. Mm-hmm. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je trouve rien de mieux que de refaire de nouveau une grande consommation de ce produit. Et je me retrouve aux toilettes, quasiment entre la vie et la mort, incapable de parler, complètement bloqué, dans un état franchement inquiétant. Donc je me demande si j'ai pas failli crever en fait le soir de la remise du prix Renaudot à l'hôtel Lutetia. Et alors est-ce que ma vie a basculé ce jour-là ? J'en sais rien, mais enfin j'ai quand même à ce moment-là je me suis dit c'est pas possible. Tu as été arrêté, tu as écrit un livre sur ton arrestation. Il serait peut-être temps quand même de lever le pied sur cette addiction, enfin au moins de soigner ce problème, d'essayer de faire face. Et puis bon voilà, donc j'ai sans doute à partir de là pris la décision d'arrêter. Alors c'est facile de dire qu'on arrête, il y a une dépendance et il y a des rechutes, mais à force de réunion, à force d'introspection, d'écriture, voilà, c'est peut-être aussi à partir de ce moment-là que j'ai décidé de quitter Paris. C'était donc en novembre 2009, et peu de temps après, je commençais à visiter des maisons dans le village où vivaient mes grands-parents et où mes parents se sont mariés. Et puis j'ai fini par acheter une petite ferme que j'ai retapée, et voilà, et ça a mis quelques années avant que je parte. J'ai quitté Paris définitivement en 2016. Il y a eu un autre événement qui a peut-être précipité les choses ou qui vous a fait prendre conscience de la finitude de l'existence, c'est cette fusillade à laquelle vous avez assisté aux premières loges. C'était en 2018, je crois. Mm-hmm. Oui, j'étais dans un bar et tout d'un coup, il y a des coups de hache dans la porte, et en fait, je comprends que le personnel était en train de tenir la porte pour empêcher des gens d'entrer. Et il y avait 3 types cagoulés
qui tenaient des haches et des fusils, qui sont rentrés dans le bar. Alors, il y en a un des trois qui a crié on va pas vous faire de mal. Cette phrase-là n'a pas réussi à nous rassurer. Et tous les clients immédiatement se sont tus, se sont allongés par terre, cachés derrière le bar, précipités aux toilettes, et on n'entendait vraiment plus un bruit. Alors que c'est le bar, le Hemingway au Ritz, c'est un bar où il y a beaucoup de brouhaha, parce qu'il y a beaucoup d'Américains, et les Américains, ça parle très fort. Donc c'était très curieux finalement d'avoir un silence total, avec seulement la petite musique d'ascenseur, enfin qui avait à cette époque-là, et c'était à la période de Noël. Donc c'était Frank Sinatra qui chantait Let it snow, let it snow, let it snow. Donc le contraste entre la chanson de Noël et la terreur de tous les clients, je m'en souviendrai toujours en fait. Qu'est-ce qui s'est passé là dans votre tête? Je pense que comme tous les gens qui étaient présents, on n'a pas imaginé que c'était une attaque à main armée pour voler les bijoux qu'il y a dans les vitrines de l'hôtel Ritz. On a vraiment pensé que c'était Daesh et que ça allait être un attentat où tout le monde allait être exécuté un par un. Donc évidemment, quand on a vu qu'ils couraient dans les couloirs et qu'en fait ils voulaient voler des Rolex et je sais pas, des diamants Van Cleef & Arpels, on a été déjà un petit peu rassurés. Puis quand même, il y a eu, ils ont été rapidement arrêtés. Je pense qu'ils se sont pas très bien pris parce qu'au Ritz, il y a beaucoup de systèmes de sécurité. Il y a des vigiles qui sont armés. Il y a des herses qui tombent des plafonds pour bloquer les gangsters. Enfin, c'était très mal organisé leur truc. Donc voilà. Mais disons que d'être témoin d'une fusillade et c'est quelque chose, même en vous le racontant là, qui continue de me terroriser un peu. Enfin voilà, et peu de temps après, j'ai appris que j'avais un diabète. Alors, il paraît que quand on a un stress important, ça peut déclencher un diabète de type 1 préexistant probablement, mais qui était lent ou en sommeil. Voilà, donc c'est pas une super bonne année 2018. Mais quand même si, parce que c'est l'année de la naissance de mon fils, Léonard, et donc vous voyez que la vie c'est comme ça, on a des expériences traumatiques et puis des expériences lumineuses juste après. Donc, l'entourage fait beaucoup dans le fait de se sortir d'une addiction. En quoi est-ce que le vôtre a été un élément crucial? C'est d'avoir un équilibre personnel, d'avoir d'aimer quelqu'un, d'aimer des enfants, d'aimer sa femme, d'avoir un environnement nouveau en quittant Paris, en allant vivre dans la nature, au bord de la mer. Bien sûr que ça contribue à remettre les pieds sur terre, accompagner ses enfants à l'école, enfin je vais dire des choses très banales et très gnangnan. Mais j'ai beaucoup écrit sur la nuit, le trash, l'autodestruction, donc j'ai peut-être le droit aussi maintenant d'écrire sur une vie très plan-plan, très très normale, mais oui, ça, je pense qu'on revoit ses priorités. Aujourd'hui, moi, ma vie est plutôt prioritairement consacrée à travailler, écrire, pour nourrir ma famille et pour profiter de ces enfants, de les voir grandir. C'est ça qui me tient en vie ou qui donne un sens à ma vie. L'écriture vous a aidé aussi à tenir un cap? Oui, je crois. Je suis pas, en tant que critique, je suis pas fanatique de l'écriture thérapeutique. Il y a quand même trop de livres dont on sent que l'auteur se soigne à mes dépens. Moi, je suis un lecteur. J'ai pas envie forcément d'être toujours témoin de la cure de quelqu'un. Mais c'est vrai que un roman français m'avait beaucoup aidé. Alors bizarrement, ça m'a beaucoup aidé. Puis j'ai rechuté le soir du prix. Mais c'est quand même mettre noir sur blanc cette enfance un peu oubliée. Essayer de savoir tout simplement qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je fous là.
clarifier aussi des secrets de famille. Dans ce livre, il y a quelques éléments que j'ai fini par comprendre, des choses toutes bêtes, mais qu'un enfant se raconte une fausse histoire parfois, ou on lui raconte, ou on le laisse imaginer une fausse histoire. Bon, la mienne, c'est tout simplement que j'ai vu mon père partir, donc mon père a joué le rôle du salaud un peu, qui quitte la famille. Or, en parlant à mes parents, j'ai compris que c'était l'inverse. Enfin, ma mère n'était pas méchante, mais elle est tombée amoureuse d'un autre homme, et du coup, mon père a disparu, mais c'était pas sa décision. Bref, des choses comme ça. Est-ce que c'est important de les raconter? Je ne sais pas, mais pour l'auteur, mettre des mots sur un malaise ou sur un mystère, ça aide beaucoup. C'était pas la première fois que je faisais un livre de ce genre, parce que L'amour dure 3 ans, c'est un livre sur mon divorce, sur mon premier mariage, qui était un conte de fées, vraiment. Un amour absolu, innocent, naïf, presque enfantin, et une déception. Et je me rappelle très bien qu'en écrivant L'amour dure 3 ans, certaines phrases m'ont pas sauvé la vie, mais presque. Il y avait des mots, certains mots. Je me souviens d'écrire, au premier mariage, on cherche la perfection. Au second, on cherche la vérité. Je m'étais dit ça, ouf, ça me fait du bien de comprendre cette chose-là. J'étais vraiment dans une sorte de désillusion totale qui me rendait cynique, quoi. Et en fait, savoir que la perfection n'existe pas, c'est pas grave. Tu voulais quelque chose qui soit merveilleux, mais ça ne peut pas exister. Il faut accepter l'imperfection des choses, la vérité des choses, revenir à quelque chose de plus naturel et moins ambitieux, peut-être. Ça m'avait fait du bien, je me rappelle. Et sur le côté répétitif de l'écriture, ça se traîne chaque jour à écrire, ça vous a, ça a été un... Ah oui, la discipline, c'est sûr. Oui, quand j'avais quand j'étais complètement dépendant et très très suicidaire, peut-être que le fait d'avoir même les lendemains, les pires lendemains de nuit blanche, d'avoir cette discipline d'écrire tous les jours, je crois que ça fait que finalement je n'allais pas aussi loin que d'autres de mes copains qui étaient plus vraiment plus en danger. J'ai toujours finalement eu un instinct de survie, et parce que je voulais toujours écrire, et que cette obligation de travailler tous les jours finalement fait qu'on va moins loin que les autres, peut-être, que les autres dépendants. Ouais, vous pensez que c'est ce qui a manqué à Pierre Palmade, par exemple? Vous dites que c'est votre quasi-sosie. Oui, on se ressemble physiquement, et puis c'est quelqu'un que je trouve très très drôle, très intelligent, très fragile, que j'ai connu un peu. Mais oui, je sais pas s'il a pas manqué un moment d'une structure. Et c'est aussi le sujet de ce livre, Les confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé. C'est cette vie chaotique, sans limite, elle est invivable en fait. Ça mène nulle part. C'est invivable de tout le temps, tous les soirs recommencer cette fête qui est une fuite. Donc là, grâce à ma famille, grâce à peut-être un retour vers le spirituel, grâce à certaines expériences que je raconte dans le livre, comme une visite dans un régiment, des choses comme ça qui semblent absurdes. En fait, j'ai essayé de trouver autre chose comme guide dans la vie que l'utopie sexe, drogue et rock'n'roll des années 80. Voilà, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, qui est une chanson de Yann Dury que j'écoutais à cette époque-là, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup... oui, voilà, j'ai vécu cette chose-là. Aujourd'hui, j'essaie de le remplacer par autre chose. Et peut-être que c'est, je sais pas, amour, Dieu, la France. Ouais, pas peur de passer pour un réac. C'est complètement réac. Mais en même temps, je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, quand on y réfléchit, ce serait assez grave que amour, Dieu et la France
signifie qu'on est de droite ou c'est des valeurs qui sont universelles, non? Donc non, je crois que c'est pas réac. Il faut pas accepter que ces mots-là, qui sont des mots très importants, soient réservés à des gens qui nécessairement portent un foulard Hermès ou un serre-tête en velours et votent Front National. Non, pas question, pas question. Quel réconfort vous avez trouvé dans ce monastère augustinien, par exemple? Là encore, j'avais rechuté juste avant, j'avais fait un spectacle au Bataclan, c'était quand même quelque chose d'assez angoissant de jouer. C'était la première fois que le Bataclan rouvrait après le Covid, après 2 années de fermeture, et c'était en plein pendant le procès du 13 novembre. Donc tous les jours, on parlait du procès, de cette attaque monstrueuse qui a eu lieu dans cette salle. Et moi, j'ai été le premier spectacle qui rouvrait le Bataclan tout seul en scène pendant 1h30, 1h75, en train de lire mes textes. Et évidemment, on ne pensait qu'à la tragédie qui avait eu lieu là. Et puis j'en ai même parlé sur scène un petit peu, et en disant qu'il fallait évidemment que la vie continue. Et c'était donc j'essayais d'être drôle, mais c'était quand même chargé d'émotions. Et puis donc au lendemain de ça, je suis parti dans ce monastère, l'abbaye de la Grâce, et j'étais dans un état de vulnérabilité, de fatigue assez extrême, et j'ai vraiment eu une révélation, comme une sensation de chaleur étrange, et de retour à des souvenirs d'enfance, parce que je m'étais beaucoup éloigné de tout ce monde, ayant reçu une éducation catholique, mais j'avais un peu tourné la page, ou je sais pas, et tout d'un coup de me retrouver là à écouter des chants grégoriens dans une chapelle romane, dans un monastère datant du 8e siècle, qui a été fondé par Charlemagne. C'est quand même il y a toute une sorte de grandeur, d'élévation qui s'est produit. Voilà. Je peux pas trop l'expliquer autrement, mais ça marche pas trop mal leur truc. Quand vous arrivez, vous êtes tellement déstabilisé, tellement fatigué, et vous avez 40 chanoines qui vous accueillent, qui ne vous jugent pas. Ça a été une expérience vraiment assez puissante. Donc, j'essaie de raconter ça dans le livre. Ouais. Autre expérience chez les militaires. En quoi est-ce qu'ils vous ont sorti d'une mauvaise passe? C'était au lendemain d'un festival de Cannes. Oui, c'est-à-dire que évidemment, comme écrivain, j'aime bien créer des contrastes. S'il y a une scène très comment on peut dire, très spectaculaire, juste après, j'aime bien qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas avec, et j'ai peur de m'ennuyer en écrivant, et donc je me fabrique des occasions d'écrire. Là, oui, on m'a proposé d'aller dans un régiment d'infanterie de marine, et j'ai dit d'accord, écoutez, c'est à Fréjus, le 21e RIMA, juste à côté il y a Cannes, et donc je vais venir, mais je vais venir le lendemain de la projection de novembre, justement, le film sur le Bataclan, et donc j'ai demandé aux militaires de venir me chercher avec une voiture, une sorte de jeep, à la sortie de la soirée de novembre à Cannes. Donc ils sont venus en bas du tapis rouge, et c'était à 5-6 heures du matin, et hop, comme ça, je suis directement allé au régiment. Alors pourquoi est-ce que j'ai des idées aussi saugrenues? J'en sais rien. Il me semble que les chocs, ce genre de choc complètement délirant et absurde, m'inspirent. De même que sortir du Bataclan et aller dans un monastère, là c'était sortir du Silencio à Cannes et aller directement à une présentation du drapeau devant tout le régiment au garde à vous, le général qui inspecte les troupes, et moi en smoking de travers, comme dit Alain Souchon. Hein, c'est ça, oui, le smoking de travers, oui, c'est ça. Et
là encore, une fois de plus, la fraternité, la solidarité, les uniformes, cette espèce de discipline, mais aussi de grandeur, de gens qui se sacrifient pour leur pays, ça m'a là encore, ça m'a fait du bien. Alors j'essaie d'expliquer ça, j'essaie de comprendre ça déjà, parce que c'est quand même bizarre. Moi qui symbolise la trachitude. D'ailleurs, vous racontez que lors d'un festival de Cannes, il y a quelque chose qui vous a fait du bien aussi, c'est de vous rendre compte que la cocaïne, c'était ringard. Quand vous en parlez à Yann Barthès, racontez-nous un petit peu cette anecdote. Mais ça, c'était des années avant. Oui. Ça devait être dans les années 2005. Mm-hmm. Oui, c'est une des premières fois où je me suis vraiment rendu compte que c'était fini. C'est-à-dire que pendant les années 80, ce produit avait quelque chose de glamour, parce qu'il était souvent cité dans les livres, dans les films et dans les articles de journaux de rock and folk ou autres. Et voilà, un couillon dans mon genre pouvait être fasciné par ce produit. Et alors bon, je me retrouve à Cannes et je fais des blagues en disant hey les gars, on y va, venez, c'est le festival, il faut y aller quoi. En gros, venez avec moi, on va se droguer. Et Laurent Bon et Yann Barthès, producteur et animateur du grand journal. Non, à l'époque, c'était des chroniqueurs du grand journal. Ils me regardent, mais vraiment avec un air ahuri, en me disant mais on n'est pas du tout dans ce truc-là, ça nous intéresse pas, fais ce que tu veux, mais nous non quoi. Et là, je réalise en fait que l'époque a changé, que je suis un vieux dinosaure défoncé, un peu pathétique, même très. Je me rends compte qu'ils me regardent comme si j'étais Jean-Claude Van Damme. Et là, ça me fait un grand coup de vieux. Et je me suis rendu compte, oui, c'est vrai que la cocaïne a été quelque chose qui était plus ou moins chic à cause de Scarface, de Tony Montana, je ne sais pas de quel autre personnage de cinéma, mais que c'était terminé. Et donc, pourtant, pour vous, ça a été compliqué d'en terminer. Qu'est-ce qui est terrible avec cette drogue? Vous dites c'est la drogue du timide, il y a une dépendance psychologique. Pourquoi déjà vous y êtes accroché? Oui, ça vous donne confiance en vous quand vous avez que vous êtes quelqu'un d'anxieux. Ça vous donne l'illusion d'être sûr de vous. Et puis le danger qu'elle a aussi, c'est que ça dure pas très longtemps. On a l'impression que c'est pas très grave parce que les effets durent 25 minutes, une demi-heure. Et contrairement à d'autres drogues dont j'ai parlé aussi dans mes livres, comme l'ecstasy. L'ecstasy, il y a une montée, ça dure 6 heures. Voilà, c'est une pilule ça a des effets très longs et très violents. C'est pas bien non plus, ne le faites pas non plus. Mais disons que la cocaïne, on a l'impression que c'est pas si grave. Les effets sont plus pernicieux parce que finalement, au début, vous prenez ça, vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé. C'est pas très violent. On peut continuer à donner le change. On peut continuer à avoir l'air normal. Il y a beaucoup de drogués qui arrivent à mentir très longtemps à leur entourage. Ça ne se voit pas. Et puis c'est là où c'est justement le danger de ce produit, c'est que on finit par alors on s'enfonce progressivement dans l'addiction et après évidemment il faut toujours en prendre plus, etc. Et voilà. Mais la spirale qui est décrite par beaucoup de toxicos. Vous faites partie d'un groupe de parole? Oui, je vais dans des salles de réunion. C'est très ça, c'est quelque chose pour un romancier d'assez inspirant. Je ne sais pas si j'écrirai un jour sur ces réunions, mais c'est fou les histoires que les gens racontent, la bienveillance autour de cette table, la générosité des partages. Les gens racontent vraiment des choses très dures. Hein. Certains qui ont perdu leur boulot, leur famille, qui ont été en prison, qui ont fait des tentatives de suicide, il y en a qui ont tout perdu, qui vivent dans la rue, et chacun raconte à tour de rôle c'est son expérience avec différentes drogues, et je trouve que
ces séances-là sont assez très enrichissantes. Et il y a de la bonté, en fait, dans cet endroit. Pour le coup, autant, quand tous les livres se mettent à devenir des témoignages de résilience, ça me fatigue. Mais quand c'est simplement quelqu'un qui est devant vous et qui vous parle ouvertement, je trouve que ça aide. Et c'est très touchant. Il y a des gens qui font dans l'arme, qui racontent des choses. Il y en a d'autres qui sont très marrants, qui sont très drôles. Il y a de tout. Et j'aime bien aller à ces réunions. Alors moi j'y vais parce que j'y vais dans mon pays, j'y vais pas à Paris. Mais ça, c'est très enrichissant. Et la devise, c'est juste pour aujourd'hui, c'est ça? Juste pour aujourd'hui, oui, parce que que ce soit l'alcool ou la drogue, c'est très compliqué de se dire qu'on n'en prendra plus jamais. Donc, il faut se dire, c'est que aujourd'hui, et demain est un autre jour. Et voilà, chaque jour, il vaut mieux éviter ça chaque jour, mais pas se dire que c'est qu'on est guéri, on ne l'est jamais en fait. Vous avez mis en place un système d'alerte avec votre épouse pour éviter toute rechute. En fait, il y a certaines situations à éviter, et voilà, pour ne pas être tenté. Mais sinon, non, faut pas exagérer. Mais ça, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant de remplacer certains dangers par d'autres choses, comme par exemple bien bouffer. Je pense que je vais sans doute prendre 50 kilos dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent. Mais ouais. De toute façon, on a besoin de plaisir. Il y a des tas de choses qu'on peut trouver. J'ai dit récemment, le padel tennis, c'est un moyen d'accélérer le rythme cardiaque beaucoup plus sain que les addictions chimiques. Et remplir et vider un lave-vaisselle, ça vaut tous les Xanax. C'est un antidépresseur très efficace. Oui. Regardez un match de foot à la télé, franchement, voilà une activité cérébralement plate. C'est pas très gentil. Non, mais c'est aussi peut-être aussi toute une démarche de redécouvrir une vie plus simple, quoi. Redécouvrir l'existence des matins, parce que quand on se couche tous les soirs très tard, on a oublié qu'il existe des matins. L'entretien se prolonge, l'écrivain nous avoue être pressé de retrouver le Pays Basque où il vit depuis plusieurs années. Il décrit son bureau, ce lieu d'écriture cocon qu'il s'est aménagé. J'ai une petite cabane à côté de ma maison où je travaille, et il y a un tourne-disque avec des disques en vinyle. C'est vraiment un endroit de vieux cons. Il y a des bibliothèques avec beaucoup de livres de poche. Tous mes livres de poche sont dans cette cabane. Alors ils sont cornés, ils sont vieux, ils sont jaunis, mais je sais à chaque fois où retrouver telle ou telle phrase. J'ai une fenêtre qui donne sur un petit bois avec des arbres. Donc je regarde les arbres. De temps en temps, il y a un écureuil qui passe. Et récemment, nous avons eu la visite d'un sanglier qui a un petit peu foutu en l'air le jardin. Donc c'est quand même autre chose que d'écrire à Paris, vous voyez. Il y a eu une baston entre l'écureuil et une hirondelle. Je pense que l'écureuil avait dû lui piquer quelque chose dans son nid, et l'hirondelle est allée vraiment lui donner des gros coups de bec. Moi, je regardais cette bagarre, je me suis dit, bon, j'ai le sujet de mon prochain roman. Merci. Je vous en prie. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet échange, vous pouvez vous abonner via la plateforme de votre choix, Apple Podcast, Spotify ou Deezer, et retrouver les interviews de Gala en kiosque et sur gala.fr. À bientôt!